Une horloge arrêtée à 3h17 du matin m'a révélé quelque chose qu'aucune analyse médico-légale ne pouvait détecter, et ce que j'ai découvert derrière cette heure exacte a complètement changé ma façon de voir la mort. Je m'appelle Hector Salinas, j'ai 42 ans, et cela fait presque 2 décennies que je vois des cadavres. J'ai été sur des scènes de crimes violents, des accidents brutaux, des cas qui vous font perdre le sommeil pendant des semaines. Mais crois-moi, quand je te dis que aucun ne m'a autant perturbé que l'homme qu'on a trouvé mort dans son appartement un matin quelconque d'octobre. Avant de commencer, laisse-moi savoir dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo, ainsi je pourrai savoir jusqu'où elle est arrivée. Ce jour-là, je suis arrivé sur les lieux en pensant que ce serait une autre affaire routinière. L'appartement se trouvait dans un immeuble correct de la ville, rien d'inhabituel. Le voisin l'avait trouvé après qu'il n'ait pas répondu à ses appels pendant 2 jours. En entrant, il n'y avait ni sang, ni lutte, rien de cassé. Tout était ordonné, propre, presque parfaitement normal. Le type était dans son lit comme s'il s'était simplement endormi et ne s'était jamais réveillé. La police avait déjà écarté tout signe de violence. Pas de blessure, pas de marque, rien de suspect à première vue. Tout indiquait une mort naturelle. L'homme avait 58 ans, vivait seul, travaillait à domicile comme programmeur. Ses voisins disaient qu'il était calme, réservé, mais poli. Rien d'étrange dans sa vie, rien qui ait éveillé des soupçons. Mais alors j'ai vu cette horloge. Elle était posée sur la table de nuit, une vieille horloge à aiguille arrêtée précisément à 3h17. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose a cliqué dans ma tête. Ce n'était pas le genre d'horloge qui s'arrête sans raison. Elle était mécanique, remontoire, et bien entretenue. Pourquoi justement à 3h17 ? Mes collègues me regardaient comme si je perdais mon temps. Hector, l'horloge est arrêtée, point. Les gens meurent d'infarctus tout le temps. Ce n'est pas un film à mystère. Et ils avaient raison, techniquement. Les premières analyses ne montraient rien d'anormal. Temperature corporelle, lividité cadavérique, rigidité cadavérique, tout correspondait à une mort survenue environ 36 heures plus tôt. Mais je ne pouvais pas me défaire de cette sensation. Quelque chose me disait qu'il y avait plus. J'ai décidé d'examiner ces affaires plus calmement. J'ai ouvert des tiroirs, fouillé des papiers, cherché quelque chose qui me donnerait du contexte. La plupart étaient des documents ennuyeux, factures, reçus, rien d'important. Mais alors que j'étais sur le point d'abandonner, j'ai remarqué quelque chose derrière un des livres sur son étagère. Une petite lettre pliée, presque. Invisible, glissée entre les pages d'un vieux volume de philosophie. Je l'ai sortie avec précaution et ouverte. C'était son écriture. Ça commençait ainsi. Si tu lis ceci, c'est probablement que je suis déjà mort et que quelqu'un essaie de comprendre ce qui s'est passé. Mon cœur s'est accéléré. J'ai continué à lire. Il racontait sa vie d'une manière étrangement sereine, comme quelqu'un qui savait que sa fin était proche mais n'avait pas peur. Il parlait des décisions qu'il avait prises, des petits regrets, d'une vie qu'il considérait complète bien que solitaire. Mais la dernière ligne m'a glacé. Le temps n'est pas ce qu'il semble être. Qu'est-ce que ça pouvait bien signifier ? J'ai regardé l'horloge à nouveau. 3h17. Était-ce une coïncidence ? Un message ? Un indice ? Je suis revenu au bureau médico-légal avec cette lettre et l'horloge. Mes collègues pensaient toujours que j'exagérais, mais quelque chose me disait que je devais creuser davantage. J'ai ordonné des analyses toxicologiques complètes, revu chaque détail de l'autopsie, cherché la moindre anomalie. En attendant les résultats, je me suis mis à enquêter sur sa vie numérique. Nous avons examiné son ordinateur, ses emails, ses recherches récentes. Rien d'étrange. Mais alors un des techniciens a trouvé quelque chose d'intéressant. Le type avait un appareil de surveillance cardiaque connecté à son téléphone. Une de ces montres intelligentes qui mesure le pouls, l'oxygène sanguin, les cycles de sommeil, tout ça. Je lui ai demandé de télécharger toutes les données. Et c'est là que c'était. À 3h17 du matin, 2 jours avant qu'on le trouve, son rythme cardiaque avait eu un pic irrégulier. Ce n'était pas un infarctus massif, c'était quelque chose de plus subtil. L'appareil avait enregistré une arythmie sévère qui a duré exactement 47 secondes. Après cela, son cœur est revenu à un rythme normal pendant quelques minutes, puis s'est complètement arrêté. Ça expliquait l'horloge.
Mais la question restait, pourquoi avait-il écrit cette lettre? Savait-il que cela lui arriverait? J'ai revérifié son dossier médical digital, et là, j'ai trouvé la pièce manquante. 3 mois plus tôt, il avait consulté un cardiologue privé. Le rapport se trouvait sur un portail médical auquel personne n'avait accédé parce qu'il ne faisait pas partie de son dossier hospitalier principal. Le diagnostic était clair. Il avait une condition cardiaque congénitale qui pouvait rester asymptomatique pendant des années, mais qui finirait par provoquer un arrêt soudain. Le médecin lui avait conseillé une chirurgie préventive. Il avait décidé de ne pas la faire. Dans ses notes médicales, il avait écrit « Je préfère vivre le temps qu'il me reste sans intervention. Si mon heure arrive, qu'il en soit ainsi. » Là était la réponse. Cet homme savait qu'il allait mourir. Il savait que son cœur pouvait lâcher à tout moment. Et au lieu de vivre dans la peur, il a choisi d'accepter cela. L'horloge arrêtée n'était pas un signe de crime, c'était un rappel que le temps, littéralement, lui avait manqué. Et cette phrase dans la lettre « Le temps n'est pas ce qu'il semble être » n'était pas une énigme. C'était sa manière de dire que le temps n'est pas infini, que chaque seconde compte, que la vie peut s'arrêter quand on s'y attend le moins. J'ai classé l'affaire comme mort naturelle par arrêt cardiaque due à une condition préexistante non traitée. Techniquement, tout correspondait, mais pour moi cette affaire était plus qu'un simple dossier fermé. Elle m'a appris que la mort ne vient pas toujours avec fracas. Parfois, elle arrive en silence, sans avertissement, sans drame. Et parfois, les personnes sur le point de mourir le savent, s'entendent, l'acceptent d'une manière que les autres ne comprennent pas avant qu'il ne soit trop tard. Cette horloge, arrêtée à 3h17, est restée avec moi. Pas littéralement, bien sûr, elle a été archivée comme preuve. Mais métaphoriquement, oui. Elle me rappelle que, dans mon travail, je ne peux pas supposer que tout est évident. Que les petits détails, ceux qui semblent insignifiants, sont parfois ceux qui racontent toute l'histoire. Depuis ce jour, chaque fois que j'arrive sur une scène, je regarde tout avec plus d'attention. Je ne cherche pas seulement ce qui est évident. Je cherche ce que personne d'autre ne voit. Parce que la mort, comme j'ai appris ce jour-là, chuchote parfois au lieu de crier. Et si tu ne fais pas attention, tu rates la vérité. C'était mon cas le plus déconcertant. Pas parce qu'il était violent ni mystérieux dans le sens traditionnel, mais parce qu'il m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sûrement. Travail. Et je te laisse avec ceci. Si un jour tu laisses une piste sur ta propre vie, assure-toi qu'elle mérite d'être décryptée. Je veux seulement le contenu du texte traduit, sans aucune explication ni indication. Cette révélation concernant le dispositif cardiaque aurait dû clore l'enquête. Dans des circonstances normales, j'aurais rédigé mon rapport, archivé les documents et passé au corps suivant en attente à la morgue. Mais quelque chose dans cette lettre, dans ces derniers mots, ne cessait de résonner dans mon esprit comme un écho persistant. Le temps n'est pas ce qu'il semble être. Que voulait-il dire exactement? Était-ce simplement la réflexion philosophique d'un homme qui savait que sa vie touchait à sa fin, ou y avait-il quelque chose de plus profond caché dans cette phrase? J'ai décidé de faire quelque chose que je fais rarement. M'impliquer au-delà du protocole. J'ai demandé un accès complet au dossier du dispositif, de surveillance, non seulement du jour de sa mort, mais des 6 derniers mois. Mon assistante Carolina m'a regardé avec étonnement quand je lui ai demandé de contacter l'entreprise fabricante du dispositif. Dr. Salinas m'a dit avec ce mélange de respect et d'inquiétude que j'avais appris à reconnaître, l'affaire est pratiquement close, nous en avons 5 autres qui attendent. Elle avait raison, bien sûr, mais quelque chose me disait que si je laissais tomber cette affaire, je le regretterais le reste de ma carrière. Les données sont arrivées 3 jours plus tard, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Le schéma irrégulier enregistré à 3h17 n'était pas unique. Il apparaissait exactement à la même heure, tous les 3 jours, pendant les 4 derniers mois. Toujours à 3h17 du matin. La précision était déconcertante, presque surnaturelle. Les maladies cardiaques, même les plus sévères, ne fonctionnent pas avec une telle exactitude suisse. Le cœur humain est chaotique, imprévisible, surtout lorsqu'il est défaillant.
Je suis retourné à l'appartement du défunt, cette fois sans l'équipe de police, seulement avec ma curiosité professionnelle et un malaise grandissant que je ne pouvais expliquer. L'endroit avait déjà été libéré, et le propriétaire n'avait pas encore nettoyé les affaires. Tout était exactement comme nous l'avions trouvé. Je me suis dirigé directement vers la montre sur la table de nuit. C'était un modèle ancien, fonctionnant avec des piles, rien de spécial à première vue. Je l'ai prise dans mes mains et l'ai examinée attentivement. Le cadran indiquait 3XD7, mais quand je l'ai retourné, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué lors de ma première visite, une petite inscription gravée au dos. Pour que tu n'oublies jamais le moment. Monsieur qui était M. J'ai passé en revue tous les documents personnels du rat. Défunt, Ernesto Duarte, un comptable de 58 ans, divorcé, sans enfant. Il n'y avait aucun M significatif dans sa vie récente. Aucune initiale correspondant à ses contacts, ses relevés bancaires, rien du tout. C'était comme si ce M avait été systématiquement effacé de son existence, excepté sur cette montre. Alors, je me suis souvenu de quelque chose. La lettre que j'avais trouvée derrière le livre mentionnait sa vie du point de vue de quelqu'un qui savait que sa mort serait interprétée comme accidentelle. Ce n'était pas écrit qu'elle était accidentelle, mais qu'elle serait interprétée comme telle. La distinction était subtile mais cruciale. J'ai relu la lettre en entier, cette fois avec un autre regard, cherchant entre les lignes ce que je n'avais pas vu auparavant. Ernesto écrivait à propos de moments précis de sa vie, le jour où il a eu son premier emploi, la fois où il est allé en Europe, son divorce. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans la chronologie. Il mentionnait des événements qui, selon les registres officiels, s'étaient produits à des dates différentes. Au début, j'ai pensé que c'était simplement la mémoire défaillante d'un homme malade. Mais quand j'ai croisé les dates qu'il citait avec un calendrier, j'ai découvert un schéma. Toutes les dates qu'il mentionnait coïncidaient avec des jours où, selon les registres du dispositif cardiaque, il avait eu ces épisodes irréguliers à 3XD7 du matin. Ma tête commençait à tourner. Cela n'avait aucun sens médical. J'ai appelé un collègue cardiologue, le docteur Ramirez, et lui ai expliqué l'affaire sans révéler trop de détails. Hector, Matt il dit sur un ton pédagogique, ce que tu décris ressemble à un type très spécifique d'arythmie induite. Mais pour qu'elle survienne à une précision temporelle pareille, il faudrait un stimulus externe tout aussi précis. Un stress aigu peut être, ou une exposition à une substance quelconque. Mais même ainsi, la précision dont tu parles elle est statistiquement presque impossible. Presque impossible. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit pendant que je retournais à la morgue. Dans mon métier, presque impossible signifie souvent que tu cherches dans la mauvaise direction ou qu'il manque une pièce du puzzle que tu n'as pas encore trouvée. J'ai décidé de réexaminer le corps, même s'il avait déjà été préparé pour la crémation. J'ai demandé un report de 72 heures, ce qui a soulevé plus d'un sourcil levé dans le service. Sous la lumière crue de la salle d'autopsie, avec le corps d'Ernesto Duarte devant moi pour la 3e fois, j'ai décidé de faire quelque chose d'inhabituel. J'ai prélevé des échantillons de tissu précisément dans la zone où le dispositif de surveillance avait été implanté. Quelque chose me disait que la réponse se trouvait là, à cette intersection entre technologie et biologie. J'ai envoyé les échantillons à un laboratoire spécialisé en toxicologie avancée, demandant spécifiquement qu'il recherche des composés non conventionnels, tout ce qui pourrait expliquer une réaction physiologique programmée. Les résultats ont mis une semaine à arriver, une semaine durant laquelle j'ai à peine pu me concentrer sur d'autres affaires. Caroline me demandait si j'allais bien, si je devais prendre quelques jours de repos. Je lui ai assuré que tout allait parfaitement, bien que nous sachions tous les deux que je mentais. Quand le rapport du laboratoire est enfin arrivé, j'ai dû le lire 3 fois pour être sûr de ne pas mal interpréter les données. Ils avaient trouvé des traces microscopiques d'un composé synthétique, une substance généralement utilisée dans la recherche neurologique expérimentale. En quantité minime, cette substance pouvait induire des réponses physiologiques spécifiques lorsqu'elle était activée par des signaux électromagnétiques d'une certaine fréquence. La quantité trouvée dans les tissus d'Ernesto était infime, à peine détectable, mais elle était bien là. Et ce qui était le plus troublant, elle était concentrée précisément dans le tissu cicatriciel autour du dispositif de surveillance cardiaque.
J'ai immédiatement contacté la médecin qui avait implanté le dispositif il y a 2 ans. La doctoresse Melissa Contreras, cardiologue de réputation impeccable, m'a reçu dans son cabinet avec une gêne visible. Dr. Salinas a-t-elle commencé avant que je puisse poser ma première question. Quand vous m'avez appelé, j'ai revu le dossier d'Ernesto Duarte. Il a été mon patient pendant presque 3 ans. Son implant était de routine, sans complications. J'ai remarqué qu'elle évitait mon regard en disant cela. Je lui ai montré les résultats du laboratoire. J'ai vu la couleur quitter son visage. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, prenant le rapport de ses mains tremblantes. J'ai personnellement réalisé cette intervention. Il n'y avait rien d'inhabituel dans le dispositif. Puis, après un long silence, elle a ajouté quelque chose qui a changé complètement la direction de mon enquête. Mais il y a eu un moment pendant l'opération, nous avons dû remplacer une pièce du dispositif. Elle est venue directement du fabricant scellé certifié. Je n'ai jamais pensé, j'avais maintenant un nouvel objectif, le fabricant du dispositif. J'ai commencé à enquêter discrètement, car ce n'était plus une simple affaire médico-légale, je m'aventurais dans un territoire qui pouvait avoir d'énormes implications légales. J'ai découvert qu'Ernesto Duarte n'était pas le seul patient avec ce modèle spécifique de dispositif à être mort dans des circonstances similaires. Au cours des 2 dernières années, il y avait eu au moins 4 autres cas dans différentes villes, tous des hommes d'âge similaire, tous avec le même schéma d'arythmies à des heures précises avant leur mort. Mais voici ce qui était vraiment inquiétant. Aucun de ces cas n'avait été investigué en profondeur. Tous avaient été classés comme décès naturels par insuffisance cardiaque, exactement ce qui serait arrivé à Ernesto s'il n'y avait pas eu cette montre et cette lettre. C'était comme si quelqu'un avait conçu le crime parfait, caché derrière la façade de la technologie médicale qui était censée sauver des vies. Le M de la montre prenait une nouvelle signification. Ce n'était pas une personne, c'était une initiale corporative. Meditech, le fabricant du dispositif. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils pouvaient gagner à tuer lentement leur propre patient? La réponse est venue quand j'ai enfin pu accéder au dossier financier des victimes. Elles avaient toutes fait partie d'un essai clinique des années auparavant, une étude sur de nouveaux traitements cardiaques apparemment annulés. Toutes avaient signé des accords de confidentialité et reçu des compensations financières importantes. Ernesto savait. D'une certaine manière, il avait découvert ce qu'on lui faisait. La lettre, la montre arrêtée à 3/7. Tout cela était sa façon de laisser des indices à quelqu'un prêt à regarder au-delà de l'évidence. Il ne pouvait pas dénoncer directement car il avait probablement été menacé ou son accord légal l'en empêchait. Alors il a créé un puzzle, espérant que quelqu'un avec assez de curiosité le résoudrait. Je me suis rendu compte que j'avais devant moi quelque chose de bien plus grand qu'une simple affaire médico-légale. C'était une expérience humaine non autorisée, probablement un suivi des effets à long terme d'une technologie expérimentale, et j'étais probablement la seule personne à avoir relié tous les points. La question maintenant était que faire de cette information? À qui pouvais-je confier quelque chose d'aussi important sans risquer ma carrière, ma crédibilité, peut-être même ma vie? Cette nuit-là, alors que je passais en revue une fois de plus tous les documents étalés sur mon bureau, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'hésitais, mais finis par répondre. Une voix déformée, clairement modifiée électroniquement, dit simplement « Docteur Salinas, certaines montres valent mieux arrêter » et ils ont raccroché. Le message était clair. On me surveillait. Ils savaient exactement ce que j'avais découvert. J'ai passé cette nuit sans dormir. Chaque craquement de mon appartement me faisait sursauter. J'avais gardé toutes les copies de l'enquête à 3 endroits différents. Une clé USB cachée dans mon bureau, des fichiers encryptés dans le cloud et des copies physiques chez ma sœur. Ne savait même pas ce que contenaient ces enveloppes scellées que je lui avais demandé de garder. Si quelque chose m'arrivait, au moins l'information survivrait. Le lendemain matin, je suis arrivé à la morgue plus tôt que d'habitude. J'avais besoin de réfléchir, il me fallait un plan. Je ne pouvais pas aller directement aux autorités sans preuves solides. Un médecin légiste accusant une multinationale de meurtre systématique par des dispositifs médicaux ressemblerait au mieux à une théorie complotiste.
Il me fallait quelque chose d'irréfutable, quelque chose que même les meilleurs avocats d'entreprise ne pourraient réfuter. Carolina est arrivée avec 2 cafés comme elle le faisait toujours quand elle voyait que j'avais mal dormi. Elle me connaissait trop bien après 5 ans de collaboration. Elle s'est assise en face de mon bureau et m'a regardé droit dans les yeux. « Vous êtes impliqué dans quelque chose de gros, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. J'ai hésité un instant, évaluant les risques de l'impliquer, mais je savais aussi que j'avais besoin d'aide, et elle était la seule en qui je pouvais avoir une confiance totale. Je lui ai tout raconté. Chaque détail, chaque découverte, chaque pièce du puzzle que je montais depuis des semaines. Je m'attendais à du scepticisme, peut-être de l'incrédulité, mais à la place, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas anticipé, de la reconnaissance. « Docteur, dit-elle lentement, il y a 6 mois, nous avons eu un cas similaire. Un homme de 54 ans, mort cardiaque soudaine. Il portait un de ces dispositifs de surveillance. Je me souviens que vous étiez en vacances, le docteur Mendez a clos le dossier. Mort naturelle, affaire classée. J'ai senti l'adrénaline envahir mes veines. Avons-nous conservé des échantillons? Carolina a hoché la tête. Protocol standard forced at Dizent. Tout est gardé pendant 2 ans. Nous sommes descendus immédiatement au dépôt des preuves. Parmi des centaines de boîtes étiquetées, nous avons trouvé celle correspondant à ce cas. Miguel Angel Torres, 54 ans, comptable public, divorcé. Les similitudes avec Ernesto Duarte étaient effrayantes. J'ai demandé les mêmes analyses toxicologiques spécialisées en précisant qu'il recherche ce composé synthétique. En attendant les résultats, j'ai décidé de prendre un risque. J'ai contacté un journaliste d'investigation, Andrés Villamil, connu pour ses reportages sur la corruption pharmaceutique. Nous nous sommes rencontrés dans un café loin de mon secteur habituel, prenant des précautions qui m'auraient paru paranoïaques auparavant, mais que je trouvais maintenant indispensables. Je lui ai présenté le cas de façon générale, sans encore donner de nom. Villamil a écouté attentivement, prenant des notes occasionnelles, son expression devenant plus grave à chaque détail révélé. « C'est énorme », a-t-il dit enfin, « mais j'ai besoin de plus que des schémas et des coïncidences. J'ai besoin de documents internes, de témoignages, de quelque chose qui relie directement Meditech à une connaissance préalable de ses effets. » Il avait raison, bien sûr. Je lui ai promis de continuer l'enquête, mais j'avais maintenant un allié pour donner une voix publique à tout cela au bon moment. Les résultats du cas de Miguel Angel Torres sont arrivés 4 jours plus tard. Positifs pour le même composé synthétique, aux mêmes concentrations microscopiques, au même endroit autour du dispositif implanté. Ce n'était plus une coïncidence, c'était un schéma confirmé. 2 cas avec des preuves physiques identiques. Mais j'avais besoin de plus. Il me fallait retrouver les 3 autres patients identifiés dans ma recherche initiale. Le premier avait été incinéré, sans échantillon préservé. Le Blut, deuxième, avait été enterré dans une autre ville, et exhumer le corps nécessiterait une ordonnance judiciaire que je ne pouvais demander sans révéler prématurément toute mon enquête. Mais le troisième, Ricardo Sanchez, était décédé il y a juste 3 mois dans un hôpital à 2 heures d'ici. J'ai contacté le médecin légiste en charge du cas, un vieux collègue de l'université, et lui ai demandé une faveur sans trop d'explications. « Hector, si c'est important, je te fais confiance, m'a-t-il dit, et cela a suffi pour qu'il m'envoie les échantillons de tissu qu'il conservait encore. » Troisième confirmation. Le même composé, le même schéma. J'avais maintenant 3 cas documentés, 3 corps racontant la même histoire silencieuse. Mais il me fallait comprendre le mécanisme complet. Comment activait-il ce composé? Pourquoi à ces heures précises? Qu'est-ce qui contrôlait la fréquence des épisodes? La réponse est venue d'où je m'y attendais le moins. Un technicien d'une entreprise de réparation de dispositifs médicaux a contacté la morgue pour me demander. Il disait avoir des informations sur les moniteurs cardiaques Meditech et préférait en parler en personne. Nous nous sommes rencontrés dans un parc public, en plein jour, entouré de gens. L'homme, qui s'est présenté uniquement comme Roberto, tremblait visiblement en parlant. « J'ai travaillé pour Meditech pendant 8 ans, a-t-il commencé, dans le département de programmation des dispositifs. Il y a 1 an,
j'ai commencé à remarquer des choses étranges dans le code de certains modèles, des lignes de programmation qui n'avaient aucun sens pour un simple moniteur cardiaque. Quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était des fonctions expérimentales approuvées par le département de recherche. Mais je connais la programmation, docteur, et ce que j'ai vu dans ce code n'était pas de la surveillance, c'était une activation à distance. Il m'a montré sur son ordinateur portable des fragments du code qu'il avait copiés avant d'être licencié brutalement il y a 6 mois. Regardez ça, il a pointé des lignes spécifiques. Ce protocole permet d'envoyer des signaux électromagnétiques à fréquence spécifique au dispositif. Et ici, il passa à une autre section. C'est une minuterie, on peut la programmer pour qu'elle s'active à des moments précis. Ce n'est pas pour surveiller le cœur, docteur. C'est pour le stimuler de façon à provoquer des arythmies. Tout s'emboîtait. Les dispositifs étaient activés à distance, provoquant des épisodes cardiaques programmés. Qui a accès à ces commandes à distance ? Ai-je demandé. Roberto a secoué la tête. Je ne sais pas. Ce niveau d'accès dépasse mon ancien poste. Mais je sais que ça nécessite des autorisations du plus haut niveau de la compagnie. Ce niveau d'accès dépasse mon ancien poste. N'est pas un technicien qui pirate les dispositifs, docteur. Ça vient d'en haut. Je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de me contacter spécifiquement. Parce que je sais que vous menez une enquête. Meditech surveille les mentions de ces produits dans les rapports légaux. C'est une procédure standard pour le contrôle qualité, ou du moins c'est ce qu'ils disent. Votre nom est apparu dans des alertes internes il y a 2 semaines quand vous avez demandé ces analyses spécialisées. Ils vous surveillent, Dr Salinas. C'est pour ça qu'ils m'ont viré, parce que j'ai posé trop de questions. Et c'est pour ça que j'ai décidé de chercher quelqu'un qui se les posait aussi. Cela confirmait l'appel menaçant que j'avais reçu. Ils savaient exactement ce que j'enquêtais parce qu'ils surveillaient activement toutes les analyses impliquant leurs dispositifs. Combien de dispositifs avec ce code sont actuellement implantés? Roberto consulta ses notes. Selon les registres que j'ai pu copier avant de perdre l'accès, au moins 200 dans tout le pays. Tous faisaient partie d'un lot spécifique distribué il y a 12 ans. 200. Ce chiffre m'a frappé comme un coup de poing. Ce n'était pas seulement 3 ou 4 victimes, potentiellement 200 personnes marchaient avec des bombes biologiques à retardement implantées dans leur corps. Et ils sont tous activés? Roberto haussa les épaules. Je n'en sais rien, mais la capacité est là. Celui qui a accès au système peut activer n'importe lequel de ces dispositifs quand il veut. J'ai passé les jours suivants à vérifier chaque donnée que Roberto m'avait donnée. Tout correspondait à ce que j'avais découvert. J'ai partagé l'information avec Villamil, qui a commencé une enquête parallèle sur Meditech. Il a découvert des poursuites civiles réglées confidentiellement, des chercheurs ayant quitté abruptement l'entreprise, des schémas suggérant que cela se produisait depuis des années, puis il est arrivé quelque chose que je n'avais pas prévu. Un matin, Carolina est arrivée avec des nouvelles qui m'ont glacé le sang. « Docteur, je viens de recevoir un nouveau cas. Femme de 52 ans, mort cardiaque soudaine pendant la nuit. » Elle portait un dispositif de surveillance Meditech même modèle. J'ai senti tout l'air quitter mes poumons. Cela se passait maintenant, même pendant que nous enquêtions, même pendant que nous tentions de trouver des preuves. Des gens mouraient encore. J'ai pratiqué l'autopsie moi-même, documentant chaque détail méticuleusement. J'ai demandé les mêmes analyses toxicologiques, même si je savais déjà ce que nous allions trouver. Mais cette fois, j'ai fait quelque chose en plus. J'ai extrait le dispositif complet et l'ai envoyé à un spécialiste en technologie légale que Villamil connaissait. S'il y avait des preuves dans le code du dispositif d'une activation à distance, ce serait la preuve irréfutable dont nous avions besoin. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre appel. Le même numéro inconnu, la même voix déformée. Mais cette fois, le message était différent. « Docteur Salinas, vous avez été très persévérant. C'est admirable, mais dangereux. Certaines découvertes ont un prix que vous n'êtes peu, être pas prêt à payer. Votre sœur a une belle famille, ce serait terrible que quelque chose perturbe leur tranquillité. Et ils ont raccroché. Maintenant, ils ne me menaçaient plus seulement moi. Ils avaient franchi une ligne de non-retour. J'ai immédiatement appelé ma sœur, lui ai dit de prendre sa famille et d'aller à la maison de campagne de nos parents, de ne pas poser de questions, de me faire confiance.
Puis j'ai contacté Viamil et Roberto. Il faut agir vite, leur ai-je dit. Ce n'est plus seulement une enquête, c'est une question de survivre assez longtemps pour tout exposer. Viamil avait des contacts dans des agences fédérales de santé. Roberto détenait plus d'informations que celles qu'il avait initialement révélées. J'avais 4 cas documentés avec des preuves physiques. Il était temps de coordonner un mouvement simultané. Articles journalistiques, rapports aux autorités sanitaires, divulgation publique de toutes les preuves en même temps. Si nous allions le faire, il fallait que ce soit de manière à ce qu'ils ne puissent pas nous faire taire avant que l'information ne sorte. Mais alors que nous planifions notre prochaine étape, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que j'ai reconnu. C'était la docteure Melissa Contreras, la cardiologue qui avait implanté le dispositif à Ernesto Duarte. Le message disait simplement « J'ai quelque chose que vous devez voir. Venez seul. Adresse jointe. » Une partie de moi savait que peut être un piège, mais une autre partie savait qu'elle faisait aussi partie de ce puzzle et était-elle prête à parler? L'adresse que m'a donnée la docteure Contreras m'a conduit dans un quartier résidentiel calme, à une maison qui clairement n'était pas son cabinet. Je me suis garé à une demi-rue, observant pendant plusieurs minutes avant de m'approcher. Tout semblait normal. Être trop normal. J'ai sonné et elle a ouvert la porte elle-même sans l'assurance professionnelle dont je me souvenais lors de notre première rencontre. Elle avait l'air fatiguée, même effrayée. Elle me fit rapidement entrer, regardant vers la rue avant de fermer. « Je ne devrais pas faire cela, » dit-elle sans préambule, me conduisant dans une pièce où étaient éparpillés sur la table des documents, des images médicales et ce qui semblait être des rapports techniques. Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Elle s'assit, se passant, les mains sur le visage, dans un geste d'épuisement. Quand il est venu à mon cabinet pour demander M. Duarte, j'ai su que ce n'était qu'une question de temps avant que tout cela ne soit révélé. Elle prit un des documents et me le tendit. C'était un mémo interne de Meditech daté de 3 ans auparavant, adressé à un groupe restreint de cardiologues participant à leur programme d'implantation de dispositifs. Le langage était technique, soigneusement rédigé, mais le message était clair. Certains dispositifs avaient des capacités d'intervention thérapeutique à distance pouvant être activés dans des circonstances spéciales avec autorisation appropriée. Aucun patient n'était informé de ces capacités. Au début, je pensais que c'était pour les urgences, expliqua la docteure Contreras, la voix à peine un murmure. Comme si le dispositif détectait une arythmie dangereuse et pouvait intervenir à distance pour stabiliser le patient jusqu'à point. L'arrivée des secours, cela avait du sens, c'était même innovant. J'ai signé l'accord de confidentialité parce qu'on m'a dit que c'était une technologie propriétaire qu'il ne pouvait pas encore révéler publiquement pour des raisons de brevet. L.A.M. s'interrompit, ses mains tremblant légèrement en désignant un autre document, mais il y a 1 an, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Des patients à qui j'avais implanté ces dispositifs ont commencé à mourir d'événements cardiaques soudains. Pas beaucoup, en tous les quelques mois, suffisamment pour ne pas paraître un schéma évident, mais je tenais un registre. Elle me montra une liste manuscrite, nom, date, circonstances. Je reconnus immédiatement Ernesto Duarte, Miguel Torres, Ricardo Sanchez, mais il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Je comptais rapidement au moins 15 noms sur cette liste. J'ai signalé mes inquiétudes à Meditech, continua-t-elle, par les voies officielles que nous avions établies. Ils m'ont assuré qu'ils enquêteraient sur chaque cas. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une visite personnelle du directeur médical de la société. Ils m'ont dit que mes préoccupations étaient compréhensibles mais infondées, que les taux de mortalité étaient dans la norme pour des patients avec des conditions cardiaques préexistantes. Ils m'ont offert un renouvellement de contrat très généreux avec des primes substantielles pour continuer à participer au programme. Je la regardais droit dans les yeux. « Et vous avez accepté ?» Elle détourna le regard, la honte évidente sur son visage. « J'ai de très gros prêts étudiants. Une pratique qui commençait à peine.
Oui, j'ai accepté. Je me suis convaincu que je devenais paranoïaque, que mon échantillon était trop petit pour tirer des conclusions. Mais chaque fois qu'un autre patient mourait, une partie de moi savait que je devenais complice de quelque chose de terrible. Ses yeux se milèment, remplirent de larmes. Quand vous êtes arrivé en posant des questions sur Ernesto Duarte, j'ai su que quelqu'un enfin voyait ce que j'avais essayé d'ignorer. Je lui laissai un moment pour se ressaisir avant de demander « Pourquoi maintenant ? Pourquoi avez-vous décidé de me contacter ?» Elle prit un autre document bien plus récent, parce qu'il y a 3 jours j'ai reçu ceci. Une liste de noms de mes patients portant ces dispositifs, avec des instructions pour programmer des sessions de surveillance spéciale à des dates précises dans les semaines à venir. Le langage est vague, technique, mais Dr Salinas, je sais ce que cela signifie. Ils vont activer ces dispositifs. Ils vont tuer plus de monde. Et ils s'attendent à ce que je mette simplement en œuvre le protocole sans poser de questions. J'eus la tête qui tournait. Ce n'était pas seulement une preuve de ce qui s'était passé, c'était la preuve de ce qu'ils prévoyaient de faire. Combien de non-idées est-il sur cette liste? Elle avala sa salive. 8. 8 de mes patients marqués pour mourir dans les 3 prochaines semaines. Je lui demandai une copie de ce document, sachant que cela changeait tout. Nous n'étions plus en train d'enquêter sur des crimes passés, mais de tenter d'empêcher des meurtres futurs. Il y a autre chose que vous devez savoir, dit la docteure Contreras, d'une voix désormais plus ferme, comme si parler à haute voix la libérait d'un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Tous les médecins de ce programme ne sont pas des victimes ignorantes comme moi. Il y a au moins 3 cardiologues dont je sais avec certitude qu'ils sont pleinement conscients de ce qui se passe. Je les ai vus en réunion privée avec des cadres de Meditech, parlant ouvertement de résoudre des problèmes et de nettoyer les dossiers. Je pensais qu'ils parlaient de problèmes techniques ou administratifs, mais maintenant je comprends qu'ils parlaient de personnes. Elle me donna des noms, des lieux, des documents de transfert bancaire qu'elle avait réussi à photographier discrètement lors de l'une de ces réunions. Des montants substantiels, des centaines de milliers dans certains cas, versés comme consultation et honoraires de recherche. C'était un pot de vin documenté, des médecins payés pour participer activement à des meurtres qui apparaîtraient comme des morts naturelles. L'ampleur de cette conspiration était bien plus grande que ce que j'avais imaginé. Pendant que je passais en revue les documents que la docteure Contreras m'avait donnés, mon téléphone sonna. C'était Carolina. Docteur, vous devez revenir à la morgue immédiatement. Le technicien médico-légal qui analysait le dispositif que nous avons envoyé vient d'appeler. Il dit avoir trouvé quelque chose dans le code, mais ne peut pas l'envoyer électroniquement, il faut que vous veniez voir en personne. Il a l'air effrayé, docteur. Je lui na. Dis que j'y serai dans 30 minutes. Remerciai la docteure Contreras pour son courage et me dirigeai vers ma voiture avec une chemise pleine de preuves accablantes. Sur le chemin du retour, je regardais constamment dans le rétroviseur, paranoïaque à l'idée d'être suivi. Chaque voiture qui faisait le même tournant, chaque moto qui restait à distance constante, tout me paraissait suspect. J'arrivai à la morgue et trouvai le technicien médico-légal, un jeune homme d'une 30aine d'années nommé David, m'attendant dans mon bureau avec Carolina. Il avait le dispositif connecté à son ordinateur portable, des lignes de code remplissant l'écran. Dr. Salinas, commence-t-il sans salutation préliminaire? C'est bien pire que ce que nous pensions. Ce dispositif n'a pas seulement la capacité d'activation à distance, il possède un enregistrement complet de chaque fois qu'il a été activé. Il tourna l'écran vers moi. Regardez ça. Ces horodatage correspondent à Passy Nash, désactivation manuelle du protocole de stimulation. Et ici, il montra une autre section. Se trouvent les coordonnées GPS du lieu d'où le signal d'activation a été envoyé. Celui qui a activé ce dispositif l'a fait depuis les bureaux centraux de Meditech, et le système a même enregistré l'ID utilisateur qui a autorisé le signal. C'était de l'or pur en termes de preuves. Nous n'avions pas seulement le mécanisme du crime, nous avions la preuve directe de qui l'avait exécuté. Pouvez-vous extraire toutes ces informations? David acquiesça. C'est déjà fait. Elles sont sauvegardées à 3 endroits différents cryptés. Mais docteur, il y a autre chose que vous devez savoir.
Ce dispositif recevait également des signaux de surveillance constante. Quelqu'un chez Meditech observait littéralement en temps réel les signes vitaux de cette patiente au moment où ils ont activé le protocole qui a causé son attaque cardiaque. Ils l'ont vu mourir, docteur. Regardez cela se produire. La froideur de cette réalité me frappa comme un seau d'eau glacée. Ce n'étaient pas que des assassins, c'étaient des assassins qui regardaient leurs victimes mourir en temps réel, surveillant pour s'assurer que le protocole fonctionnait comme prévu. Carolina était pâle, les mains couvrant sa bouche. « Qui sont ces gens ?» chuchota-t-elle. Cette nuit-là, j'ai rassemblé toutes les preuves. Les cas documentés avec analyse toxicologique, le code extrait du dispositif, les documents de la docteure Contreras, le témoignage de Roberto sur la programmation, les registres d'activation avec les IDs utilisateurs. C'était un dossier complet, irréfutable, reliant chaque point depuis la modification des dispositifs jusqu'à l'exécution des meurtres. J'ai contacté Villamil et lui ai dit qu'il était temps d'agir. Mais alors quelque chose se produisit qui nous força à accélérer tout le plan. Le lendemain matin, Roberto ne répondait pas à mes appels. Villamil réussit à contacter un de ses amis qui alla vérifier l'appartement de Roberto. La porte était ouverte, le lieu complètement saccagé, ordinateur confisqué, papiers éparpillés partout. Roberto avait disparu. Aucun signe de lutte ou de violence, mais il était évident que quelqu'un était venu chercher quelque chose de précis et avait emporté Roberto dans la foulée. Nous ne pouvions plus attendre. J'ai contacté le journaliste, qui lança immédiatement la publication de son article pour ce même après-midi. Simultanément, Carolina et moi avons préparé un rapport complet pour l'Agence fédérale de santé, incluant toutes les preuves physiques et numériques que nous avions rassemblées. J'ai demandé à la docteure Contreras de faire une déclaration sous serment chez un notaire sur tout ce qu'elle savait, y compris les noms des médecins complices et des patients figurant sur la liste des sessions spéciales. À 15 heures, l'article de session NDT Villamil fut publié en ligne. Il était dévastateur, méticuleusement documenté, avec assez de preuves pour être irréfutable, mais suffisamment prudent légalement pour ne pas être poursuivi pour diffamation. En quelques heures, il devint viral, les médias nationaux le reprenant, les réseaux sociaux explosant avec la nouvelle. À 10 à 7 heures, l'Agence fédérale de santé émit un communiqué ordonnant le retrait immédiat de tous les dispositifs Meditech du modèle spécifique et ouvrant une enquête criminelle. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, journalistes voulant des interviews, collègues médecins cherchant des informations, même des avocats offrant leur représentation. Mais l'appel qui me toucha le plus arriva à 10 à 9 heures. C'était Roberto. Il semblait épuisé mais vivant. « Docteur, ils m'ont gardé dans une maison sûre toute la journée, essayant de me faire peur pour que je remette toutes les informations que j'avais. J'ai réussi à m'échapper quand tout a éclaté dans les infos et qu'ils ont dû se disperser. Je suis avec les autorités fédérales maintenant. Je dépose un témoignage formel. On y est arrivé, docteur. On a tout fait sortir au grand jour. » Cette nuit-là, alors que je suivais les informations rapportant les arrestations de cadres de Meditech, les perquisitions dans leurs bureaux et les appels à des enquêtes parlementaires, je ressentis un mélange étrange de triomphe et de tristesse. Nous avions gagné, nous avions révélé la vérité, mais cela ne ramènerait pas les personnes mortes pendant que je rassemblais encore les pièces du puzzle. Ernesto Duarte, Miguel Torres, Ricardo Sanchez, la femme dont David avait analysé le dispositif, et tous les autres noms sur la liste de la docteure Contreras que je n'avais pas eu la chance de connaître. Les semaines suivantes furent un tourbillon de déclarations, d'audiences préliminaires et de révélations qui continuaient à apparaître comme les couches d'un oignon pourri. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes qui rendaient l'affaire encore plus sinistre. L'enquête fédérale a révélé que Meditech n'utilisait pas seulement ces dispositifs pour des assassinats sélectifs, mais qu'ils avaient créé tout un système de contrôle à distance, compromettant potentiellement plus de 40 000 patients à travers le pays. Ce qui m'empêchait vraiment de dormir, c'était de découvrir la raison derrière tout cela. Il ne s'agissait pas simplement d'éliminer des témoins gênants ou des personnes trop informées.
Les cadres arrêtés ont commencé à négocier une immunité en échange de témoignages, et ce qu'ils ont révélé était glacial dans sa froideur calculée. Meditech vendait l'accès à ce système d'activation à distance. Oui, littéralement, la capacité de tuer quelqu'un à quiconque était prêt à payer le bon prix. Les registres financiers saisis montraient des transferts de millions provenant de sources encore en cours de traçage, des paiements effectués via des sociétés écrans et des comptes offshore. Chaque paiement correspondait à la mort de quelqu'un portant l'un de ces dispositifs. Des entrepreneurs éliminant des concurrents, des héritiers précipitant leur succession, même un cas où un politicien aurait ordonné d'éliminer une personne menaçant de révéler un scandale. Tout était déguisé en mort naturelle, des événements cardiaques soudains qu'aucun médecin légiste ne remettrait en question car la victime avait déjà une condition cardiaque documentée. La docteure Contreras est devenue témoin protégé après qu'on ait trouvé un dispositif explosif sous sa voiture. Il n'a jamais explosé grâce au fait que les autorités la surveillaient déjà, anticipant précisément ce type de réponse désespérée. Cela m'a fait penser à ma propre sécurité. Carolina et moi avons bénéficié d'une protection policière pendant des mois. Chaque ombre nous semblait une menace. Chaque appel d'un numéro inconnu nous mettait en alerte. Mais il y a eu un appel en particulier que je n'oublierai jamais. 3 mois après que tout ait éclaté publiquement, j'ai reçu un appel d'un numéro privé. Normalement, je ne réponds pas à ce genre d'appel, mais quelque chose m'a poussé à répondre cette fois. C'était une voix de femme, âgée, tremblante. Elle s'est présentée comme la sœur d'Ernesto Duarte. Elle avait tout lu sur l'affaire dans les journaux, vu les conférences de presse, suivi chaque développement. Elle m'appelait simplement pour dire merci. Elle m'a raconté qu'Ernesto avait été un homme bon, toute sa vie, travailleur, dévoué à sa famille. Quand il est mort si soudainement, elle avait senti que quelque chose n'allait pas, mais les médecins avaient été si convaincants à propos de sa condition cardiaque, qu'elle s'était résignée à l'accepter comme un acte de Dieu. Savoir la vérité, bien que douloureuse, lui avait donné une forme de clôture qu'elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Elle m'a dit quelque chose qui résonne encore dans mon esprit chaque fois que je commence une nouvelle affaire. Vous avez redonné la voix à mon frère. Vous lui avez donné la chance de crier la vérité depuis sa tombe. Cette conversation m'a changé. Elle me fait comprendre que notre travail en tant que médecin légiste va bien au-delà de déterminer les causes de décès et de signer des certificats. Nous sommes la dernière voix de ceux qui ne peuvent plus parler, les derniers défenseurs de ceux qui ne peuvent plus se défendre. Et chaque détail que nous laissons passer, chaque intuition ignorée par commodité ou fatigue, pourrait signifier qu'un assassin reste libre ou qu'une vérité reste enterrée à jamais. Le procès des cadres de Meditech continue. Encore pendant que je vous raconte cela. Les charges vont du meurtre au premier degré à la conspiration criminelle organisée, la fraude sanitaire et des dizaines d'autres. Les médecins complices ont perdu leur licence. Certains font face à leurs propres accusations criminelles. Roberto a bénéficié de la protection des témoins et aide les autorités à tracer chaque activation à distance jamais effectuée, identifiant chaque possible victime de ce sinistre système. La société Meditech s'est déclarée en faillite, faisant face à des poursuites civiles pour des milliards de dollars venant des familles des victimes. Mais l'argent ne rendra jamais ces personnes, n'effacera jamais le fait qu'elles sont mortes sous surveillance, comme si elles étaient des souris de laboratoire dans une expérience perverse. Il y a quelque chose qui me hante encore aujourd'hui, des mois après la fin de tout cela. Cette liste que la docteure Contreras m'a montrée, les 8. Noms de patients programmés pour mourir lors de sessions spéciales. Nous avons réussi à les avertir tous à temps, retirer leur dispositif d'urgence, probablement sauver leur vie. Mais je pense aux autres listes que nous n'avons jamais vues, aux autres médecins qui n'ont jamais parlé, aux patients morts sans que personne ne s'interroge. Combien de cas ai-je clos en presque 20 ans comme médecin légiste que j'ai catégorisé comme mort naturelle, alors qu'en réalité il s'agissait d'assassinats parfaitement déguisés? Combien de fois ai-je fait trop confiance au diagnostic préalable sans aller plus loin? Ces questions me tiennent éveillé la nuit, revoyant mentalement d'anciens cas, cherchant ces détails que j'ai pu négliger. Ce que j'ai appris de cette affaire, c'est que la mort moderne peut être silencieuse de manière que nos prédécesseurs légistes n'ont jamais pu imaginer.
On n'a plus besoin de poison, ni d'armes, ni même d'être physiquement présent. Avec la technologie adéquate et un manque total de scrupules, on peut tuer quelqu'un à l'autre bout du pays en appuyant simplement sur un bouton, et le crime sera enregistré comme une défaillance naturelle du corps. C'est la partie la plus terrifiante de tout cela. Ce n'était pas la conspiration en soi, ni les millions de dollars qui changeaient de main, ni même la froideur avec laquelle ils regardaient mourir leurs victimes. Ce qui est vraiment effrayant, c'est la facilité avec laquelle cela a été fait, à quel point ils ont failli s'en sortir complètement. Si cette montre ne s'était pas arrêtée exactement à 3h10 à 7, si je n'avais pas remarqué ce détail insignifiant, si je n'avais pas décidé de suivre mon intuition, alors que tout semblait indiquer une mort naturelle, ce système fonctionnerait probablement encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je regarde chaque dispositif médical avec suspicion, chaque horodatage avec un examen supplémentaire, chaque mort apparemment naturelle avec un niveau de paranoïa que mes collègues jugent probablement excessif. Mais je préfère être excessivement prudent que confortablement aveugle. Parce que là dehors, quelque part, il y a probablement un autre système comme celui-ci en attente d'être découvert. Une autre technologie abusée de manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. D'autres victimes qui meurent pendant que quelqu'un observe depuis un écran. Et la prochaine fois, quand j'aurai ce cas qui semble trop propre, trop commode, trop naturel, je me souviendrai de la montre arrêtée à 3h10 à 7. Je me souviendrai de la voix de la sœur d'Ernesto Duarte, me remerciant de lui avoir rendu la voix de son frère, et je continuerai à chercher jusqu'à trouver la vérité. Peu importe à quel point elle est enterrée ou à quel point il est dangereux de la déterrer, parce que c'est cela être médecin légiste, être la voix des morts, le dernier recours de la justice quand tout le reste a échoué.